des exportations chinoises dans ces pays-là. Donc c'est assez important. C'est pas neutre aussi quand on parle de devoir de vigilance de parler de filiales françaises parce que du coup la loi devoir de vigilance, elle, justement, s'attaque aux actes aussi des filiales et des sous-traitants des entreprises françaises dans d'autres pays du monde, notamment en Afrique, donc voilà. Cette spécificité, française des filiales là, c'est un peu un résultat de la libéralisation d'une libéralisation de l'économie mondiale dans les années 90, qui a été assez décisive dans la redéfinition dans les relations économiques entre la France et l'Afrique. En fait, on a un peu un paradoxe. Dans les années 90, c'est à la fois la période d'une marginalisation du continent africain pour les groupes français. On a le hop, vas-y. Non, ça marche pas. Hop. Voilà, c'est ça. C'est celle d'avant. Ouais. Ça, là, on voit en fait les flux d'investissement des entreprises françaises, de, 1990 à aujourd'hui. Pardon, et on voit que en fait, les investissements se sont faits majoritairement en Amérique latine et en Asie et beaucoup moins en Afrique. Donc ça montre une forme de marginalisation. Par contre, ils continuent d'augmenter globalement en Afrique et paradoxalement, c'est à cette période-là, dans les années 90, qu'il y a eu la renaissance de nouveaux empires france-africains en Afrique et notamment, dans des secteurs de services puisqu'en fait, ces entreprises-là ont profité des grandes vagues de privatisation. Et tout ça avec les politiques d'ajustement structurel et cetera qui ont lieu, donc voilà et donc c'est notamment dans les domaines de l'agroalimentaire avec Castel, avec la Somdia pour le sucre, avec, Bolloré qui était dans l'industrie du tabac au début. Dans le domaine des services, avec Bouygues et Vivendi sur l'eau, sur l'électricité, les télécoms, Orange, c'est à cette période-là que Orange a construit son empire, en Afrique, et aussi au niveau logistique avec Bolloré. Voilà, pareil, c'est quelques exemples. Et du coup, cette redéfinition des relations franco-africaines, en fait, ce qu'on en tire comme analyse, c'est que ça a créé une énorme asymétrie dans les relations économiques et pas que, entre la France et l'Afrique subsaharienne et notamment les anciennes colonies. Puisque finalement, pour l'économie française, l'Afrique et notamment les anciennes colonies sont devenues assez marginales. Mais d'un autre côté, il y a des entreprises françaises qui pèsent très, très lourd dans ces pays-là, que ça soit dans le quotidien, parce qu'on est dans les services publics. En fait, c'est des entreprises qui sont très visibles, qui sont dans le quotidien des gens. Ça emp Je parle trop vite, pardon. Ouais. Ça empêche aussi le développement d'économies souveraines. Enfin, ça continue d'empêcher, parce que la période coloniale était déjà, empêchait déjà ça, mais c'est encore le cas, aujourd'hui. Et puis, ces entreprises, elles ont un poids économique non négligeable dans pas mal de pays. Hop, voilà, c'est un tableau, c'est le pourcentage, comment dire? Du chiffre d'affaires des filiales françaises dans le PIB des pays. Alors, une petite réserve sur ce graphique, normalement, pour comparer on devrait utiliser la valeur ajoutée des entreprises dans le PIB pour que ça soit comparable. Là, on est sur le chiffre d'affaires, donc ça grossit un peu les chiffres, mais la valeur ajoutée des entreprises françaises, des filiales, on la connaît pas, les chiffres n'existent pas. Donc voilà l'utilisation de ce rapport. Et voilà, donc ça crée une vraie asymétrie, des tensions aussi et du coup, des rapports de force, des conséquences sur les rapports de force entre les pays qui sont non négligeables et c'est pas étonnant aussi que ça donne lieu à des contestations populaires, notamment comme il y a pu avoir au Sénégal à une époque contre les entreprises françaises qui sont, implantées. L'autre élément, je regarde combien de temps il me reste. Ça va. Un autre, enseignement, enfin, en tout cas, une ouverture, de enfin, ce que donne ce rapport. Alors, il y a plein de données beaucoup plus détaillées dans le rapport. Là, je vous ai vraiment fait la synthèse. Mais c'est, sur, réflexion autour de la notion d'intérêt économique, en fait. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire d'un intérêt économique et un intérêt économique français? Parce que là, on voit que l'Afrique n'est plus un partenaire stratégique, enfin, voilà, s'il y a plus de relations économiques, l'économie française ne avec l'Afrique, l'économie française ne s'écroule pas. Pourtant, on a encore une politique, néocoloniale très agressive en France, que ça soit dans les domaines, militaires, culturels et cetera. J'ai là, Emmanuel Macron nous en a donné la preuve il y a très peu de temps. Je vous fais la citation parce que ça explique bien. C'était le 6 janvier dernier, son discours devant les ambassadeurs et les ambassadrices.
Alors, il introduit quand même en son discours en disant: «Nous subissons des discours anticoloniaux qui ne correspondent plus à des réalités et à notre pratique». Et beaucoup plus loin, en gros, il dit: «Là où nous avons besoin d'améliorer les choses, c'est dans l'implication du monde économique en Afrique». Et encore plus loin, j'ai demandé là-dessus au ministre de vraiment revoir les choses en profondeur et au fond, amenons des groupes français de plus en plus nombreux en Afrique, mais amenons ceux qui ont faim. Ceux qui ne se comportent pas bien et ceux qui n'ont pas faim, il ne faut plus les emmener. Donc on a quand même ce paradoxe-là, en gros, ce qu'on se dit donc déjà que c'est que la notion d'intérêt, elle est quand même c'est quelque chose qui est une notion de perception, pas forcément de réalité et puis tout ça traduit quand même une forme d'imaginaire colonial encore, assez prégnant, désolée. Et c'est pareil du point de vue des entreprises, en fait, ça questionne et c'est là que je vais parler, par exemple, de l'exemple de Total. En quoi, Total aurait des intérêts économiques en Afrique et des intérêts qui pourraient être français? Parce qu'à Total, l'actionnariat est largement internationalisé. En fait, les actionnaires, français sont extrêmement minoritaires et les stratégies des actionnaires, des fonds de pension américains ou autres, elles sont pas du tout alignées, en fait, sur les intérêts français. C'est d'autres intérêts. La composition du chiffre d'affaires de Total, c'est pareil, c'est au niveau international, c'est qu'en France. La Même au niveau de l'Afrique, c'est qu'un quart de la production de pétrole, de Total. Gaz, c'est de plus en plus, notamment depuis la guerre en Russie où en fait il y a be enfin depuis la guerre en Ukraine pardon, et le départ un peu forcé de la Russie où il faut aller chercher d'autres gisements, mais voilà. Donc on peut pas vraiment dire que ce soit des intérêts économiques majeurs et liés à la France. Pourtant, l'État français soutient Total et là, on se demande pourquoi aussi, puisque Total paye très, très peu d'impôts en France. Il y a pas tant d'emplois que ça, et donc on pourrait se demander, pourquoi? Et ça a été l'objet d'un rapport, j'en profite pour en parler, voilà, qui a été publié en 2021 en partenariat avec, l'Observatoire des multinationales et les Amis de la Terre, dans le cadre de l'action justice qu'on mène du coup contre Total. Et on se rend compte que finalement, la question c'était de pourquoi, l'État français soutient Total, en Ouganda. Là, en l'occurrence, c'était notamment pour le projet pétrolier en Ouganda. Il y a un soutien diplomatique réel via les ambassades, mais jusqu'aussi au sommet de l'État, hein, jusqu'à Emmanuel Macron. Il y a aussi un soutien via la coopération militaire. Il y a plein de soutiens, et en fait, ça résulte, ce qui est étudié dans ce rapport, c'est d'une stratégie aussi d'influence qui est menée par Total. Une stratégie d'influence par le lobbying, on le voit encore récemment sur, le loi devoir de vigilance, par le sponsoring, par une stratégie d'image et aussi via un mécanisme qu'on appelle les portes tournantes ou, le pantouflage. En fait, Total a encore un gros ancrage en France. Il y a le siège, en gros, les instances de décision sont en France. Total est dans beaucoup d'instances, notamment le CIAN, le Conseil des investisseurs en Afrique, qui est un regroupement d'entreprises, en fait, qui investissent en Afrique et qui font du lobbying. Et il y a quelque chose qui est marquant, c'est donc les portes tournantes dont je parlais, c'est que Total, débauche des hauts fonctionnaires de l'État français pour les mettre en fait qui sont ensuite, dans les instances de Total, dans les instances qui deviennent dirigeants quoi et place aussi d'anciens cadres dans, les ministères, dans les ambassades et cetera. Ce qui fait qu'à la fin, on a une confusion un peu des intérêts privés, des intérêts publics et une confusion aussi des intérêts, enfin voilà, des intérêts privés, des intérêts même si on disait que les intérêts économiques pouvaient être, d'intérêt général, mais en fait, tout ça se mélange et au final n'a plus beaucoup de sens. Voilà, j'ai essayé de faire rapide. Elodie, c'est Romane, je suis sur le canal anglais. Est-ce que ça va? Ok, super. Ok, ça marche. Ok, je passe le mot. Merci beaucoup. Euh, Dis-moi. Francis, je t'amène à ouvrir dans une minute. Je vais juste
peut-être introduire un petit peu Transparency International. Bon, elle est assez connue, probablement une des organisations de lutte contre la corruption plus connues au monde. On a un siège à Berlin où je travaille avec mon collègue derrière, Adam. Euh, nous avons Francis Simeux qui travaille à une organisation locale au Cameroun qui s'appelle Transparency International Cameroun. Nous sommes quand même des entités autonomes, l'une d'elles, mais pour ce cas, nous avons décidé de collaborer ensemble, comme je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Francie, je vais amener Francie à parler un petit peu du contexte au Cameroun, parce que nous allons parler sur la mise en demeure que nous avons envoyée avec ActionAid France, Intérêt à agir, Transparency International Cameroun et nous-mêmes au secrétariat, contre la compagnie fruitière qui est au Cameroun. Voilà. Bon, je vais laisser Francie. Ça marche? Je vais laisser Francie expliquer un petit peu le contexte. Euh, et, euh, euh, et ils produisent notamment de la banane au Cameroun qui est exportée uniquement dans l'Union européenne et Royaume-Uni. On peut l'acheter à Auchan, Leclerc, Coursu, dans des supermarchés allemands, anglais, etc. aussi. Francie, je t'amène à prendre la parole, s'il te plaît. On y go, comme on dit. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Comme on l'a déjà présenté à deux reprises, je suis Francis Simeux, travaillant pour Transparency International Cameroun. Alors, pour parler de la compagnie fruitière, elle est présente au Cameroun depuis 1959, c'est-à-dire un an avant l'indépendance. Et c'est une entreprise qui est située au nord de la capitale économique du Cameroun, dans la région du littoral, à savoir la ville de Douala, à environ 70 kilomètres, et couvre une zone exagérément fertile du fait des activités volcaniques qui ont eu lieu dans le passé et couvre une superficie de 4000 hectares et est d'ailleurs le premier employeur du Cameroun privé au Cameroun avec 6000 employés euh, dans une localité qui a 160 000 habitants à peu près. Alors, la compagnie est située dans la région du littoral, mais la pauvreté y est beaucoup ambiante du fait d'une gouvernance locale ou alors de l'entreprise qui n'est pas toujours la bonne. Alors, déjà en 2000, euh, un peu avant 2010, il y a le maire Paul King, maire de Njombe Penja. Il faut aussi rappeler qu'ici, la compagnie fruitière, la filiale porte le nom de plantation de Openja. Penja étant le nom de la localité où l'entreprise elle-même est située. Alors, ce maire du nom de Paul King perd son âme, arrive et constate que l'entreprise est beaucoup ancrée dans l'évasion fiscale, la corruption, sauf qu'en le faisant, il dérange, comme on dit entre guillemets, c'est-à-dire qu'il s'attaque à de gros intérêts. Alors, autour des années 2008, il y a un certain nombre de soulèvements politiques dans le pays et on en profite pour l'emprisonner, disant qu'il était parmi les instigateurs. Alors, suite à cela, en 2013-2014, Transparency International Cameroun fait une descente dans la localité et publie un rapport qui a d'ailleurs fait un tollé parce que le rapport présentait beaucoup de manquements. Tout à l'heure, Pauline parlait des entreprises qui se comportaient mal ou qui avaient faim, etc. Alors, le rapport présentait beaucoup de manquements au plan social, au plan
au plan social, au plan même de la sécurité sociale des employés, l'utilisation de certains produits chimiques, etc. Alors, ce rapport avait fait le tollé, comme je disais, à travers les médias, etc. Et en 2014, nous avons pu quand même rencontrer la direction de l'entreprise pour mieux expliquer, échanger sur un certain nombre de choses. Mais 2021, en 2021, 2023, deux fois en 2024 et puis septembre 2025, nous y sommes encore retournés avec une sorte de déception à la fin parce que nous avons constaté que que pas grand-chose avait changé dans la localité en termes de traitement des employés, de pratiques, etc. Ce qui fait que nous avons essayé d'entrer en contact avec nos partenaires pour nous présenter le problème lui-même à la compagnie mère en France. Mais il faut également rappeler que la compagnie fruitière a juste trouvé un contexte propice à certaines pratiques. Parce que très souvent, les compagnies étrangères, les grandes filiales, les grandes entreprises étrangères qui arrivent au Cameroun entrent dans le contexte par le sommet, c'est-à-dire avec l'élite, et puis c'est à partir de là que ces entreprises obtiennent parfois des permis ou je ne sais pas trop quoi pour s'installer. Et en cas de manquement, ces entreprises se sentent beaucoup protégées, pas forcément par la loi, mais par l'élite qui est très souvent en leur faveur, qui milite très souvent à leur faveur. Et sur cette base, TI Cameroun, Transparency International Cameroun, s'est beaucoup intéressé à ce cas précis parce que cela touche la corruption au niveau supérieur, la grande corruption, comme on appelle très souvent, mais avec beaucoup d'incidences négatives au niveau des couches sociales, au niveau de la base. Ce qui fait que nous avons donc pris sur nous de contacter directement la compagnie mère. Et pour cette rubrique précisément, j'aurais voulu que Noémie nous explique mieux. Et je pense que sur ce, je vous dis merci pour votre attention. Merci Roman pour le support technique. On peut faire voir des photos? Parce qu'on parle beaucoup, je pense, je vais en profiter pour faire plutôt voir des photos et faire parler les images. Puis je vais retracer un petit peu ce que Francie a dit, mais je vais parler plus en particulier des manquements que nous avons constatés entre les 4 descentes que Transparency International Cameroun a fait sur le terrain à partir du 2023. Des manquements contre les droits des travailleurs, droits humains, environnement, des communautés, mais aussi qui touchent à la corruption et qui est le cœur de la mise en demeure. On peut commencer et puis je peux aller du premier. Ah ouais. Si tu les sélectionnes toutes. Je pense. On va y arriver. Je peux? Je pense qu'on aura besoin un peu de patience parce que
Bon, on va pouvoir peut-être... parce que j'espérais de faire de les passer l'une après l'autre, ces images, mais voilà, on va faire avec. Ce sont toutes des photos que nous avons prises lors de nos descentes sur les terrains. Que TIA Cameroun a mené, et en septembre de l'année dernière, donc en 2025, Chloé, moi-même et Lucas sommes aussi allés à Douala, et nous sommes allés aussi dans les bananeraies de la compagnie fruitière avec Francie et 2 autres collègues de TIA Cameroun. Donc, ouais, je suis... Ça marche. Ah, on comprend pas pourquoi ça fonctionne. Mais non, ça marche sur mon ordinateur, ça marche sur l'autre Windows, donc je comprends pas. Bah ouais. C'est un peu de... Alors, non, tu sais quoi, on va faire. Oh merde, pourquoi ça fait pas voir Open the photo and on the... What do you mean? No, no, it's not working, that's the problem. There's an arrow on the left. Okay, it's The all, other direction. but it's all mixed. Ah, okay. Bon, ben, on va faire avec. Bon, je vais commencer. Je suis désolée pour ceux qui sont en ligne. Merci de patienter. On a des petits soucis à faire voir les photos dans l'ordre que je les avais sélectionnées. Voilà, la compagnie fruitière, très présente dans le pays. Francie a mentionné que c'est le plus grand employé privé du pays. En fait, elle a la filière de la banane, elle a 2 sociétés filles. C'est comme ça en français? Ouais. Au Cameroun. Mais elle a aussi une société de transport terrestre, et elle a 10 navires qui partent du Cameroun. Elle a un port, elle a un port, comment on dit ça, le port des céréales et légumes et fruits de Douala, qui est le plus grand port du pays. Donc, elle contrôle les flux maritimes. C'est une grosse compagnie. Et elle est au Cameroun depuis avant l'indépendance du pays et dans les bananeraies à partir des années 80. Donc, il s'aligne un petit peu avec ce que Pauline a expliqué. On peut passer à la prochaine. Je ne sais pas quelle sera la prochaine. C'est un peu la 2. On est désolé. Ça marchait pas comme ça. Ouais, bon. Ça, c'est une des entrées des bananeraies. Les bananeraies, même au nord de Douala, couvrent 4000 hectares et emploient 6000 personnes directement, mais beaucoup des 160 000 personnes locales en tirent des bénéfices aussi. On peut passer au deuxième? Ouais, au troisième. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolée. Voilà. Ça, c'est une des villes que nous avons visitées, c'est Loum. Et vous voyez, elle est très densément peuplée. Et tout autour, il y a les bananeraies. Et il y a aussi Njombe, Penja et Mbome. Donc, différentes localités dans ce même département à 70 km au nord de Douala. On peut passer à la prochaine?
Ça, c'est juste pour vous donner une idée de où est cette région, qui est volcanique, donc très fertile. Oui, on y met bien 2 heures en voiture pour y aller parce que les routes sont très mauvaises. On peut passer à la prochaine. Donc Douala, sur la côte, la capitale économique du pays. Ça, c'est le rapport que TIA Cameroun avait publié en 2014, qui traitait d'évasion fiscale alléguée à la compagnie fruitière, mais aussi d'incidences de corruption perçue de la compagnie et du cas de Paul-Éric Kingé, le maire de Njombe-Penja, qui a été détenu pendant 7 ans de manière illégale, comme constaté par les Nations Unies même. Donc, TIA Cameroun a quand même une continuité dans le travail qu'ils sont en train de faire aujourd'hui même. Voilà, non, c'est pas grave. La prochaine, c'était... maintenant, je voulais passer plutôt aux atteintes qu'on avait constatées lors de toutes les descentes sur le terrain que nous avions faites, dont 4 en total, d'une semaine environ chacune. On a passé une 50aine d'entretiens tête à tête et en plus en dehors. La première photo que je n'arrive pas à vous faire voir, c'était la photo d'un microcrédit, d'une banque pour microcrédit, qui est utilisée par les employés de la compagnie, de la PHP, qui est la filiale de la compagnie fruitière, parce que les salaires sont trop bas. Les salaires sont au-dessus des normes camerounaises, mais ça ne veut en soi rien dire puisque les normes camerounaises sont très, très, très basses. Ils gagnent 105 $ américains par mois de base, les travailleurs de base dans les bananeraies. Et avec les primes, ça monte jusqu'à 150 $ par mois. Souvent, ça les amène à devoir prendre des lignes de crédit, 1 voire 2, parce que tout est payant au Cameroun. L'école, la santé, voilà, il n'y a pas de pension, bien sûr, même si la compagnie fruitière contribue quelque chose dessus. Donc ça, c'est une des premières atteintes qu'on a vues, donc sur les droits des travailleurs. Il y en a plusieurs autres. À la fin, je vous donnerai le lien à la mise en demeure. Si vous êtes intéressé, vous pouvez creuser un petit peu à travers la mise en demeure. Celle-ci, c'est une photo d'un collaborateur qui nous a envoyé ça en septembre. Ce sont 2 types de pesticides utilisés post-récolte, donc pendant le conditionnement des bananes, avant qu'elles soient envoyées en Europe. Celle-ci, on ne la voit pas bien. Le label jaune, c'est du miclobutanil. Il est interdit en Europe depuis juin 2021 parce qu'il est trop toxique pour les personnes et la biodiversité. Et pourtant, ces pesticides sont utilisés de manière régulière et normale dans les bananeraies. On peut entrer dans les détails plus tard si vous voulez, mais le problème, non seulement elles sont interdites, mais les travailleurs même, souvent, n'ont pas les EPI, donc l'équipement de protection. C'est quoi? C'est tout? Équipement de protection? EI? Non. PPI, PPI individuel. OK, OK. Ils n'ont souvent pas les équipements de protection individuelle, sauf les jours des audits avec Fairtrade, parce que certaines de ces sites, un quart de ces sites sont Fairtrade et les audits internes. Ils ne sont pas alertés quand il y a des épandages aériens qui doivent être faits sur les bananeraies parce que les bananeraies sont trop hautes pour être couvertes manuellement. Et donc, il y a des travailleurs, on a fait des entretiens avec des travailleurs qui régulièrement doivent travailler pendant les épandages ou juste après, tandis qu'il faut attendre 24 heures, même sous les normes camerounaises, pour re-rentrer dans ces zones parce que les buts les goals de production sont trop hauts. Donc ça, ce sont d'autres atteintes aux travailleurs, mais liées aux pesticides. Et puis, peut-être on peut passer à la prochaine. Les pesticides nuisent aussi aux communautés. Voilà, ça, c'est un avion qui a été repris par un collaborateur à TIA Cameroun d'un épandage. Vous voyez, les maisons sont très à proximité. Merci. Et je vous laisse peut-être lire
la citation qui vient d'un riverain. Peut-être en anglais, on peut la traduire aussi. Bon. Ok. Donc, vous ne voyez pas très bien, mais en fait, derrière, on voit des sacs bleus qui sont utilisés sur les bananes jeunes qui n'ont pas atteint la maturité. Et ça, ce sont déjà les plantations de la PHP. Et entre ces plantations et cette habitation, qui est une maison où il y a même des bébés qui y habitent, on est allé là-bas, on a fait des entretiens, on a passé des entretiens là-bas. Entre cette plantation et l'habitation, il y a un petit ruisseau d'eau qui est utilisé pour cuisiner. On a vu des personnes prendre de l'eau pour cuire du riz, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'eau potable ici dans cette zone. Ce qui s'est passé, c'est que la ville s'est expandue fortement dû à l'emploi que la PHP offre. Mais la PHP probablement n'a pas créé cette zone tampon entre les résidents nouveaux et la plantation. On peut passer à la prochaine? Donc, dans cette zone, il y a 500 personnes qui habitent dans cette zone proche de cette plantation-là. C'est dans Penja. Ici, c'est à Looms. Ce sont un autre type d'atteinte aux communautés. Alors, c'est ce qu'on appelle les marées basses sur la gauche et la marée droite sur la marée haute sur la droite. Chaque semaine, la PHP ouvre des piscines qui sont utilisées pour enlever les résidus des pesticides avant de les traiter pour les exporter en Europe. Et ces eaux, dans deux endroits, sont déversées directement dans la communauté. Les canalisations ne sont pas créées, enfin, les eaux ne sont pas recyclées et ne sont pas canalisées correctement. Et donc, sur la droite, on voit le week-end, c'est samedi ou dimanche, les riverains qui doivent creuser en fait ces canalisations pour déverser l'eau. On peut passer. On y est presque, on est presque à la fin. Voilà, une photo juste des personnes qui creusent. Ce sont tous des volontaires, ils ont tous des bottes de la PHP, ce qui fait voir aussi l'emprise que la compagnie et l'importance aussi que la compagnie a dans la communauté. On peut passer à la prochaine. Vous pouvez aussi vous imaginer les atteintes à l'environnement. Il y a beaucoup d'études en fait sur cette zone-ci scientifiques qui démontrerait. Et là, il y a un procès verbal de constat qui a été fait par 70 personnes de la communauté d'avant. 300 personnes vivent dans ces canalisations qu'ils ont envoyées en 2025 à la PHP sans réponse et après au tribunal toujours sans réponse. Ça au Cameroun. Je l'ai anonymisé, mais voilà, prochaine. Et là, c'est une bonne façon aussi de parler de la corruption qu'il y a au Cameroun. Donc ça, c'est un peu l'index que Transparency International crée chaque année, enfin publie chaque année, qui est assez connu. Voilà, donc le Cameroun est 142e sur 182 pays recensés. Le score est très bas qui montrerait que la perception de corruption au Cameroun est très haute, non seulement aux grandes corruptions, donc au niveau très haut de la politique, business, etc., mais aussi de la petite corruption. Nous, ce qu'on a relevé, c'est qu'il y aurait plusieurs façons les habitants perçoivent que beaucoup d'autorités locales et traditionnelles tirent avantage de la PHP sans en être employées. Donc, il y a une perception que là, ces autorités donneraient quelque chose en retour. Et ça, notamment dans ce qu'on appelle les bons des chutes de bananes. Il y a des bananes qui ne sont pas vendues pour l'export parce que ce sont des doigts en fait cassés.
Et normalement, celles-ci, elles étaient données aux employés. Et il y a une dizaine d'années, ça a arrêté. Et plusieurs personnes nous ont raconté, c'est que ces bananes seraient données à des autorités locales, administratives et traditionnelles. Et ces autorités les revendraient à un profit immédiatement pour les revendre sur des marchés locaux, mais en dehors de cette région-là. Et donc, c'est une façon, ça pourrait être une façon d'acheter en quelque sorte l'influence des autorités locales. Et donc, pour conclure, juste 2 autres slides, enfin, une. Ouais. Voilà, ça, je veux juste porter votre attention sur l'enquête de Mediapart qui a été publiée dimanche. Ça parle de la compagnie fruitière en Côte d'Ivoire. C'est toujours les mêmes mécanismes, les mêmes atteintes aux droits humains, droits de l'environnement, droits des communautés dans la filière de la banane de la compagnie fruitière au Côte d'Ivoire. Je vous invite à la lire. Et la dernière sera juste pour vous diriger vers la mise en demeure. Si vous voulez lire une copie, elle est disponible en ligne. Et en fait, on fait la mise en demeure parce que Tia Cameroun et les riverains ont essayé d'avoir, comment on dit ça, des intéressantes, des accountability, redevabilité des comptes au Cameroun, mais non pas réussi. Et donc, maintenant, on mène l'action en France, en dehors, en saisissant la compagnie mère. Merci. Je n'ai même pas regardé le temps. Je vais laisser ça et je passe la parole à Luca, qui est l'avocat pour cette affaire-ci. Bonsoir à toutes et à tous. Luca D'Ambrosio, je suis avocat, je suis chercheur associé à l'Université Paris 1. J'enseigne la responsabilité juridique des entreprises multinationales à Sciences Po et en tant qu'avocat et universitaire. Oui, ok. Mais je donne juste quelques éléments sur l'association. Ouais, mais elle t'entend pas. Ok. Ah, ouais, tu sais pourquoi? Est-ce que... Non, non, vas-y. Ouais. Est-ce que c'est bon? Oui, très bien. Donc, je disais que j'ai rejoint un collectif d'avocats, d'universitaires et de juristes qui aident les associations et la société civile à monter des contentieux stratégiques. Donc, l'idée, c'est de rééquilibrer les rapports de force avec des multinationales qui peuvent bénéficier de grandes compétences, de grandes expertises, ce qui est tout à fait difficile pour la société civile. Et donc, l'objectif d'Interagir, c'est de rééquilibrer ces rapports de force. Nous avons acquis une certaine compétence en matière de devoir de vigilance, car le collectif a été à l'origine d'une première mise en demeure contre la BNP Paribas. C'est l'affaire climatique BNP Paribas. Et nous travaillons actuellement à une autre mise en demeure dans le domaine assez saisissant et inquiétant de l'exploitation des travailleurs de l'intelligence artificielle. Encore une fois, on assiste à une forme de exploitation qui se réalise par des schémas qui sont des schémas vieux d'exploitation de la main-d'œuvre dans des pays du sud du monde. Et donc, quand TI est venu nous voir pour envisager une mise en demeure dans l'affaire de la compagnie fruitière, on a répondu positivement assez rapidement parce que intellectuellement et pratiquement, l'opération, le contentieux est particulièrement intéressant parce qu'il s'agit de remettre de quelque sorte en communication, de réarticuler
deux univers institutionnels et juridiques, donc l'anticorruption d'une part et la vigilance d'autre part, qui sont séparés et qui progressent en silo. Car vous l'avez compris, l'objectif de cette action est clair, c'est interroger la capacité réelle de la société mère, donc de remonter du Cameroun jusqu'à la France, où siège la société mère du groupe La Compagnie Fruitière, pour mettre en cause donc, sa responsabilité en matière, donc sur les attentes graves aux droits humains, à la santé et à l'environnement qui ont été détectés au Cameroun du fait de l'activité de la filiale PHP. Donc, un mot vraiment très rapide sur le cadre. Je ne sais pas si tout le monde a le même niveau de connaissance sur la loi sur le devoir de vigilance, parce que finalement, cette mise en demeure, donc cette action que nous avons lancée, a été lancée sous le fondement de cette loi qui a été adoptée en France en 2017 et qui impose aux grandes entreprises françaises d'identifier et de prévenir les risques graves liés à leurs activités et à celles de leurs filiales. Donc, c'est une loi qui est parfaitement adaptée à l'organisation de certaines grandes multinationales françaises. Et bien, lorsque la vigilance des sociétés mères est insuffisante, eh bien, le juge peut contraindre l'entreprise à agir, voire à réparer les dommages qui auraient pu être évités par la mise en œuvre d'un plan de vigilance efficace et effectif. Et donc, pour apprécier la conformité de la compagnie fruitière à ces exigences légales, nous avons analysé le plan de vigilance. Or, le plan de vigilance qui est l'objet direct de cette mise en demeure, le plan de vigilance est le dispositif pivot prévu par la loi et qui a pour fonction de démontrer que la vigilance déployée par l'entreprise mère, donc sur les activités des filiales, voire aussi des autres entités de la chaîne d'approvisionnement, on peut arriver jusqu'au sous-traitant, eh bien, le plan de vigilance permet de démontrer, de mesurer, c'est l'étalon de la vigilance de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est le document que nous allons analyser pour apprécier le respect de la part de la société mère des exigences légales posées par la loi. Et donc, le plan de vigilance doit démontrer que la vigilance soit opérationnelle et pas seulement abstraite. Et très concrètement, qu'est-ce qu'attend la loi de l'entreprise, de la société mère? Eh bien, elle attend que ce plan de vigilance intègre une cartographie des risques, une évaluation des filiales et des autres entités constituant la chaîne d'approvisionnement, des actions de prévention et d'atténuation des risques qui ont été préalablement détectés, identifiés, un mécanisme d'alerte et un dispositif de suivi qui permet au plan de vigilance donc, de vivre au fil d'évoluer, de vivre au fil du temps, c'est-à-dire de s'adapter aussi aux évolutions du système de production et aux évolutions aussi des exigences de vigilance, parce que la loi sur le devoir de vigilance et la notion de vigilance elle-même est une notion évolutive, est un standard juridique qui est amené à évoluer grâce à un droit international et un droit européen qui évolue très rapidement dans ce domaine. Et donc, c'est aussi moi, je l'appelle, j'aime bien considérer la vigilance comme un facteur d'internormativité, c'est-à-dire c'est un dispositif qui permet effectivement à différents champs normatifs et juridiques de coexister et de contribuer donc à construire ce standard juridique qui s'impose désormais aux entreprises françaises et bientôt aux entreprises des 27 États membres, parce qu'en 2024, la vigilance est devenue aussi l'objet d'une directive européenne. Donc, revenons à la compagnie fruitière, et effectivement,
quand on s'est penché sur le plan de vigilance de la compagnie faîtière, eh bien, on a relevé plusieurs insuffisances structurelles, s'agissant en particulier des activités de la PHP au Cameroun. Donc, sans rentrer dans les détails qui sont un peu techniques, j'en retiendrai au moins 3 ou 4. Donc, première insuffisance, effacement absolu des filiales. Le groupe compagnie faîtière est présenté dans le plan de vigilance comme une entité quasi abstraite. La PHP n'est jamais citée, pas plus que les autres filiales. Or, sans identification claire des entités et des chaînes opérationnelles, vous comprenez bien qu'il est très difficile d'apprécier la vigilance, mais surtout de la déployer. Deuxième insuffisance, décontextualisation totale des risques. Le plan ne dit rien des différents contextes socio-économiques des zones de production de la compagnie faîtière, ni des spécificités des activités comme la production bananière, parce que ce n'est pas la seule production. Noémie l'a rappelé, ce n'est pas la seule. Donc, le Cameroun, ce n'est pas le seul pays où la compagnie faîtière agit par le biais d'une filiale, et la production de bananes dessert n'est pas la seule production de la compagnie faîtière. Donc, les risques sont formulés, identifiés, cartographiés de manière générique, et les mesures de prévention sont uniformes pour toutes les zones et les activités de la compagnie dans le monde. Comme si les niveaux d'exposition étaient comparables d'un pays à l'autre, comme s'il n'y avait pas justement des spécificités dans chaque pays, et surtout, contrairement à ce qu'exige la loi, une véritable contextualisation des risques et des mesures d'atténuation et de prévention des risques que la société déploie. Troisième insuffisance, une dépendance excessive à des outils de conformité interne. Ça peut paraître un peu technique, mais c'est assez facile à comprendre. Le plan de vigilance met en avant les outils de qualité, des certifications privées, des reporting RSE, bref, tout un ensemble d'outils, surtout d'outils privés, qui ont des finalités essentiellement de qualité, de garantir la qualité des produits. Il y a aussi bien évidemment des certifications qui sont intéressantes. Je pense à Fairtrade, qui intègre aussi des standards techniques s'agissant des pollutions, etc. Mais globalement, les mesures, selon la compagnie, ce sont ces mesures, ce sont ces dispositifs qui permettraient de déployer la vigilance. Or, il y a une distinction, une différence fonctionnelle, je dirais presque ontologique, entre ces outils, et la tendance, on retrouve dans le plan de vigilance une tendance qui est assez commune, qu'on retrouve beaucoup dans les entreprises, c'est-à-dire de mélanger certification, conformité avec la vigilance. Et sur ce point, que ce soit la doctrine et des analyses aussi généalogiques même de la vigilance, eh bien, on comprend que vigilance et conformité, eh bien, sont deux démarches qui peuvent être bien complémentaires, mais qui demeurent distinctes. Donc, trois insuffisances, je répète: effacement des filiales, décontextualisation totale des risques et des mesures de réduction, d'atténuation. Troisième insuffisance, une dépendance excessive à des outils de conformité interne. Enfin, quatrième insuffisance, macroscopique et structurelle, eh bien, le plan de vigilance de la compagnie faîtière ne fait aucune référence à la corruption endémique au Cameroun. Or, pour nous, ce point est central, car la corruption n'est pas un sujet anodin, n'est pas un sujet périphérique, eh bien, c'est un facteur aggravant des attentes sociales, environnementales
et sanitaires résultant des activités des, 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 des entreprises. Eh bien, elle affecte l'effectivité des contrôles, la protection des travailleurs, l'accès à la justice, la capacité même des normes de produire des effets. Donc, vous comprenez que dans un pays où il y a une corruption endémique, eh bien, la vigilance doit être renforcée. Et c'est ça que nous demandons, c'est précisément ce que nous demandons dans notre mise en demeure, c'est-à-dire d'intégrer les mesures anticorruption dans la démarche de vigilance de l'entreprise. Donc, en faisant cela, nous appliquons des standards internationaux qui nous semblent particulièrement pertinents, et je pense aux deux directives de l'Union européenne, CSRD, donc sur le reporting de durabilité, et la directive 2024 sur le devoir de vigilance. Eh bien, on retrouve effectivement dans ces dispositifs cette tendance à, à considérer que anticorruption et vigilance doivent être articulées afin de déployer une vigilance effective, renforcée par les entreprises qui opèrent dans des contextes à haut risque. Donc, personnellement, je pense qu'il s'agira d'une première, parce que c'est la première mise en demeure où effectivement on vise cette articulation entre vigilance et anticorruption. Mais personnellement, j'y crois et je pense que cette notion de vigilance renforcée, articulant vigilance stricto sensu et anticorruption, est une attente croissante des parties prenantes dans certains pays et hélas dans beaucoup de pays subsahariens. Mais c'est aussi une exigence juridique et surtout, et j'en suis convaincu, une exigence qui sera aussi reconnue par le juge français. Merci beaucoup. Vois ce que tu en penses. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Je ne respecte pas du tout les temps, donc c'est très bien parce que ça va me permettre de rester le plus court possible. Donc moi, je suis avocat à Paris, comme Luca, et je travaille principalement sur du contentieux stratégique et notamment sur des enjeux de devoir de vigilance. Et j'ai l'honneur de représenter plusieurs associations et victimes directes dans des dossiers en lien avec le devoir de vigilance, dont Survie pour Total Ouganda, qui n'est pas du tout une mince affaire, parce que le devoir de vigilance est... la difficulté liée au devoir de vigilance est proportionnelle au fait que la loi ne dit quasiment rien. Et donc, depuis 2017, depuis que la loi a été promulguée en 2018, on est tous en train d'attendre les premières jurisprudences pour savoir exactement à quelle sauce on va pouvoir manger les multinationales. Et force est de constater que pour l'instant, c'est un chemin semé d'embûches, un véritable parcours du combattant. Mais en même temps, cette loi sur le devoir de vigilance est aussi, nous donne tous beaucoup d'espoir parce qu'elle devient un des premiers moyens pour s'attaquer aux multinationales françaises et demain européennes en raison des activités qu'elles essayent de mener loin de chez nous, à l'étranger, dans des pays notamment du Sud global comme le Cameroun. Ce qui est particulièrement pertinent avec cette loi sur le devoir de vigilance, c'est qu'en fait, elle va permettre quelque part, on l'espère, de rendre contraignant ce qu'on appelle le droit mou et ce que les multinationales étaient heureuses d'appeler elles-mêmes le droit mou. Le droit mou, c'est tous ces engagements, tous ces magnifiques engagements qui ont été signés, qui ont été conclus par ces multinationales et qui nous laissent croire et qui nous laissent penser qu'elles vont toutes dans la bonne direction, elles vont toutes dans les droits humains, au point qu'on pourrait croire qu'elles sont allées chercher des idées à Woodstock ou quelque chose comme ça. Alors, il y a quelques mots qui sont sortis, notamment ici, c'est quand Lucas, tu as parlé du fait qu'il y avait très peu d'informations qui étaient disponibles. Bien, ça m'a fait penser au mot transparence.
Ce mot transparence que les multinationales adorent utiliser pour dire qu'elles sont dans un processus transparent, qu'elles parlent avec les communautés locales, qu'elles échangent, etc. Et ce que l'on constate, c'est que dans ce plan de vigilance, eh bien, il n'est absolument pas transparent et il fait quoi? 5, 6 pages, je ne sais pas, je ne l'ai un peu plus, je ne l'ai pas lu parce que j'en ai lu un peu trop et c'est assez soporifique en général. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les plans de vigilance des multinationales depuis la loi se distinguent non, pas par leur opacité, mais parce que finalement, ils ne disent pas grand-chose. Ils sont souvent très courts et ils sont pleins de généralités. En revanche, on y rappelle constamment les magnifiques engagements pris par ces multinationales. J'ai vu sur l'une des premières photos que tu as montrées, notamment, je ne sais pas si vous avez vu à l'entrée de la banneraie, on voit un grand panneau avec marqué ISO quelque chose, qui est encore une de ces normes dont personne n'a jamais compris à quoi ça sert. Mais en revanche, ils le mettent en gros parce que ça leur permet d'avoir une bonne image. Donc ces plans de vigilance, jusqu'à présent, n'ont pas dit grand-chose parce que finalement, les multinationales commencent à avoir peur de cette transparence qu'elles ont pourtant tenté de mettre en avant. Et on peut espérer, dans les années qui viennent, avoir des plans de vigilance plus fournis, plus complets, notamment depuis qu'un arrêt a été rendu, un des premiers arrêts sur le devoir de vigilance, qui a condamné la Poste parce qu'elle considérait, la Cour d'appel a considéré que la cartographie des risques, qui est la clé de voûte du plan de vigilance, n'était pas assez complète. En réalité, ils ont dit, les juges d'appel ont dit qu'il y avait un trop haut niveau de généralité. Et ce trop de niveau de généralité, c'est malheureusement ce que l'on retrouve dans beaucoup de plans de vigilance. Donc, ce premier arrêt de la Cour d'appel permet de nous donner un petit peu d'espoir. Ça, c'était sur l'aspect sur la question de la transparence et cela me semblait important de dire un mot là-dessus. Deuxièmement, un autre élément sur lequel j'aurais voulu peut-être parler un petit peu, c'est à quel point aussi on se rend compte finalement que dans ces plans de vigilance qui ne disent pas grand-chose, il y a une chose qui, à mon avis, effraie un petit peu les multinationales, c'est que nous, on commence à regarder leurs filiales. Et en fait, on se rend compte que la relation d'affaires qu'elles maintiennent avec leurs filiales, elle est basée sur une relation de confiance. C'est-à-dire que la multinationale va prétendre qu'elle fait confiance à sa filiale. Et on va aller chercher, nous, des informations. Et le travail fantastique qu'a fait Transparency Cameroun, Transparency International, Intérêt à agir, de pouvoir documenter ces éléments, c'est de montrer qu'en réalité, soit la multinationale fait confiance de manière aveugle à la filiale, soit elle sait pertinemment ce qui se passe, mais elle va vous faire croire qu'il va falloir lui faire confiance. Pourquoi? Parce que quand vous allez demander à la multinationale de s'assurer que la filiale respecte les engagements que la multinationale prétend respecter, eh bien, la filiale sera bien en difficulté de vous assurer que ces engagements seront respectés par la filiale, parce que l'ensemble de la relation depuis des années repose sur ce prétendu lien de confiance. Donc vous allez leur demander de vous présenter des preuves, des preuves du suivi qui va être assuré par la multinationale pour s'assurer que la filiale fasse ce qu'elle est censée faire. Et là, on va se trouver dans une situation où malheureusement, eh bien, on va devoir faire confiance à la multinationale parce que la multinationale refusera de donner des informations et refusera de vous assurer à vous, les ONG, et à vous, les parties prenantes, d'avoir un véritable accès sur ce suivi. Alors, je ne peux pas je peux pas ne pas m'empêcher de penser lorsque dans une discussion que nous avions avec une multinationale, nous lui demandions comment vous allez faire confiance à votre filiale, et la réponse a été de dire on fera des audits externes. Et alors ça, les audits externes, c'est quelque chose qui ressort énormément. C'est-à-dire qu'on va demander à une entité, à un des gros cabinets d'audit dans le monde, qui va déjà être la multinationale va être le client de ce cabinet d'audit. Donc, c'est-à-dire que le cabinet d'audit va avoir une dépendance financière vis-à-vis de cette multinationale. Et on va demander à ce cabinet d'audit de faire des petits audits sur place, c'est-à-dire d'aller vérifier la conformité de certaines actions qui sont mises en place au niveau de la filiale. Et si vraiment ces audits cherchent vraiment ce qu'il se passe, eh bien, ils verront que les abus continuent. Donc, il va falloir trouver un moyen, nous tous ici, qui travaillons sur ces aspects, de faire en sorte que les entreprises, les multinationales, ne se réfugient pas derrière les audits. Et là, parler des audits me permet de faire le lien très facilement avec la question de la corruption, parce que, et Transparency sera d'accord,
énormément d'entreprises sur lesquelles on va travailler et pour lesquelles on va déceler des questions de corruption, ou déceler des questions de flux financiers illicites ou de crimes économiques, sont ces mêmes entreprises qui ont fait l'objet d'audits et que les audits ont considérés comme conformes. Donc, telle entreprise qui participe à des crimes économiques ou à des infractions économiques, eh bien, a bénéficié d'un rapport d'audit de KPMG, de Deloitte, etc., qui prétend donc que toutes les normes internes de cette entreprise, eh bien, sont conformes et sont attendues, et tout est mis en place pour pouvoir déceler tous les faits de corruption. Bah, écoutez, en anglais, on appelle ça du bullshit, parce que c'est réellement ce que c'est. Et donc, on va se rendre compte que peut-être que la compagnie fruitière va pas beaucoup apprécier le fait que dans la vigilance, en plus de ça, on lui demande de renforcer son arsenal anticorruption, parce que sans doute, la compagnie fruitière va vous dire, mais on a déjà toutes les normes qu'il faut pour lutter contre la corruption, mais la réalité, c'est que ces normes ne fonctionnent pas. Et donc, cette espèce d'accumulation de prétendus engagements, de prétendues étiquettes, de prétendus labels, eh bien, la loi sur le devoir de vigilance vient justement montrer que tout ça, ce sont des engagements qui sont bien généralement non tenus, que c'est du factice et que ce sont des engagements qui ont été plus ou moins créés finalement pour nous faire croire, à nous consommateurs, que ces multinationales se comportaient de la meilleure façon possible. Donc finalement, si cette loi de vigilance fonctionne, on met les multinationales face à un gouffre qui se sentent bien obligés de changer leur communication et leur mode de fonctionnement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit ce lobbying intense à Bruxelles pour essayer de tuer dans l'œuf cette directive européenne sur la loi sur le devoir de vigilance. Et alors, une dernière chose que je voulais simplement dire, et ce que je trouve assez courageux avec cette mise en demeure, c'est on sait tous que la grande corruption, elle marche main dans la main avec la violation des droits humains. Mais malheureusement, il est extrêmement rare, j'ai fait une petite recherche avec certains amis dans la salle là-dessus, de trouver des cas où une cour allait considérer qu'un humain, qu'une personne, qu'une victime pouvait être à la fois victime d'un droit humain et à la fois victime de corruption. Le lien entre victime de corruption et victime de droits humains est extrêmement dur à montrer et extrêmement dur à établir. C'est pour ça qu'il faut continuer à le faire. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des contentieux qui sont centrés sur l'humain, sur la victime des violations des droits de l'homme et sur la victime de la corruption. Et je trouve que dans cette idée de mise en demeure, de montrer la corruption comme un fait aggravant de l'ensemble de ce des droits humains qui sont commis, je trouve que c'est vraiment une excellente idée et mérite qu'on y prête plus d'attention. Alors, la seule question que j'avais pour vous, c'était, vous dites que c'est un facteur aggravant. Il faut intégrer le risque de corruption en tant que facteur aggravant de violation grave aux droits humains. Et je me suis simplement demandé si vous aviez pensé à d'autres facteurs aggravants encore que la corruption et si vous aviez encore des choses dans votre botte de Père Noël de toutes ces belles idées. Et voilà, je conclus là-dessus pour m'assurer qu'il reste du temps pour répondre aux questions et je vous remercie à nouveau pour cette invitation. Ça va, Elodie? Non? Oui, ça va bien? Ça va pas? C'est parfait, parfait. Je t'écoute depuis tout à l'heure, c'est très, très clair. Je repasse le micro à Chloé, ça te convient? Merci tout le monde. Désolée encore une fois pour le non-respect du timing, mais il nous reste encore du temps pour des questions et des échanges. Merci tout le monde pour la qualité de vos interventions. Merci Elodie. Merci Romane pour le soutien technique. Encore. Voilà. Ah oui, est-ce que tu veux montrer la salle aux gens? C'est complexe. Bon, une nouvelle mission pour Romane. Et du coup, maintenant, on va avoir un temps de questions. Oui, Dios mío. Ok. Euh, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les questions et en fonction de qui se sent de répondre parmi les intervenants, j'inviterai les personnes à venir derrière ce micro et à y répondre. On a aussi peut-être des questions en ligne. Du coup, tu as une question? Ok.
Ok, je prends 2 questions et ensuite je les traduis pour qu'Élodie puisse les transmettre aux autres. Vas-y. Ok, merci. Ok, dernière, hein, après je traduis. Ok. Ok. Ok, merci pour ça. Alors, je vais commencer par les 2 premières questions. C'est quoi une mise en demeure? Parce qu'on a utilisé ce terme, mais on n'a pas pris soin d'expliquer. Et quelles sont ses conséquences? Peut-être, je laisse les juristes répondre. Et après, peut-être Noémie ou Francis, si vous voudrez parler de euh, la corruption et quel est le rôle de l'État dans cette affaire. Est-ce qu'on a connaissance de contrats formels? Enfin voilà, un peu plus creuser ces questions-là. Je laisse déjà les personnes répondre à ces 2 questions et ensuite je reprends les 2 autres. Réponse télégraphique. Merci pour la question, parce qu'effectivement, on a beaucoup utilisé le terme mise en demeure. Dans la procédure envisagée par la loi sur le devoir de vigilance, la mise en demeure, c'est le premier acte formel, disons précontentieux, qui ouvre la procédure. Donc concrètement, comment ça marche? Euh, Quiconque ait un intérêt à agir peut mettre en demeure une entreprise, c'est-à-dire formaliser dans une lettre les manquements aux obligations de vigilance qu'elle considère réalisées. Ensuite, la société destinataire a 3 mois de temps pour répondre à ces allégations. À partir donc pour répondre et pour mettre en œuvre un plan de vigilance qui soit conforme aux exigences légales. À partir, une fois ce délai écoulé, eh bien, les demandeurs, donc déjà les expéditeurs, je dirais, de la mise en demeure deviennent demandeurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement agir en justice en assignant devant un juge la société pour les manquements qui sont contenus dans la mise en demeure. Deuxième réponse rapide sur la dimension vague de la loi sur le devoir de vigilance. Ça mériterait des longs développements, mais je peux juste vous dire que dans la naissance de la loi, il a été fait ce choix d'envisager une loi qui soit la plus, comment dire, qui laisse de la marge d'interprétation aux juges. L'idée, c'était qu'effectivement, la loi sur le devoir de vigilance, il pouvait déterminer une alliance entre la société civile et le juge. Et donc, la dimension en partie indéterminée, au point que on a sacrifié une amende civile qui était prévue à l'origine. Et donc, le Conseil constitutionnel l'a considérée non conforme aux exigences de légalité.
compte tenu justement du caractère un partie indéterminé de la loi. Mais l'idée originaire, c'était effectivement de donner un dispositif plutôt flexible et disposant et permettant une marge d'appréciation importante pour le juge. Aujourd'hui, les développements à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne vont dans une amélioration, comment dire, dans une détermination de la loi. On verra ensuite avec le temps si c'est une amélioration ou pas. Bien sûr. Ajouter un élément qui n'a pas été mentionné et qui me paraît important, c'est que la loi sur le devoir de vigilance, elle permet deux types de procédures. Une procédure qu'on va appeler en injonction, qui est celle que vous êtes en train de faire, où c'est on va demander on va dire à la multinationale, votre plan de vigilance, il n'est pas conforme à la loi, donc il faut l'améliorer. On vous donne injonction de l'améliorer et ça peut aller jusque devant le juge, qui peut même parfois prononcer une astreinte jusqu'à ce que le plan de vigilance soit conforme et adopté. L'autre procédure possible, et qui sera à l'avenir sans doute la plus intéressante, même si elle est particulièrement compliquée à mettre en œuvre, c'est une procédure en réparation. Où là, si vous êtes si vous justifiez d'un intérêt à agir en tant qu'ONG ou en tant qu'individu, si vous considérez que si l'entreprise avait adopté un bon plan de vigilance et que ce plan de vigilance était mis en œuvre correctement, vous auriez pu éviter de subir une atteinte à vos droits, et bien là, vous avez le droit de demander réparation à la multinationale. Donc, en théorie, ça pourrait vouloir dire que des employés de l'APH, je pense à la PHP comme l'hôpital, pardon, de la PHP au Cameroun, ou par exemple ces familles qui souffrent directement d'atteinte à l'environnement, pourrait potentiellement, sur la base de négligence du plan de vigilance ou d'insuffisance du plan de vigilance, poursuivre en justice la compagnie fruitière ici en France en vue d'obtenir réparation. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que la loi sur le devoir de vigilance va permettre, et est déjà en train de permettre à ces individus de demander réparation dans un endroit où il y a, en théorie en tout cas, un état de droit n'est pas et où la justice est accessible, pas comme ça peut être le cas dans des pays comme le Cameroun. Actuellement, il y a 3 procédures en réparation. Il y en a une contre Yves Rocher pour des employés turcs, une contre Casino pour la déforestation de l'Amazonie et une contre Total Energy pour l'Ouganda où des personnes ont été délocalisées et demandent réparation parce qu'elles n'ont pas été compensées comme elles auraient. On a eu plusieurs questions. Et Claude aussi. Claude et Francie, on va vous connecter. Comme ça, vous pourrez répondre aux deux questions qui ont été posées sur les relations entre l'État camerounais et la compagnie. Et une question qui a été posée en ligne qui demande si le volet corruption n'affaiblit pas la mise en demeure. Donc, si on pourrait... Autant les violations des droits, je lis, autant les violations des droits sociaux, risques sanitaires ou environnementaux peuvent être aussi facilement vérifiés par rapport à des normes internationales, autant cela paraît beaucoup plus flou pour la corruption. Est-ce qu'intégrer cette question de corruption dans le contentieux ne risque-t-il pas de fragiliser le dossier? Donc, je vous amène peut-être à parler plus sur l'importance de l'anticorruption, de la lutte contre la corruption pour surmonter les atteintes contre les droits humains et environnementaux. Francis Simeux et Claude Hipto travaillent tous les deux à TIA Cameroun depuis plus de 10 ans et ont suivi l'affaire, surtout Claude, depuis le 2012. Je suis désolée, je te mets en difficulté. Ah oui, vas-y. Francis et Claude, vous nous entendez? Oui, je peux?
Ok, super. Ben, comme l'a indiqué Naomi, je suis Claude Yebdo. Euh, j'ai été coordinateur de Transparency International jusqu'en janvier dernier. Alors, ce que je vais indiquer, c'est que parler de corruption dans le cadre d'une multinationale pareille, c'est déjà complexe à, à démontrer, mais il faut s'inspirer davantage du contexte national, comme l'a indiqué mon collègue Francis tout à l'heure. Il faut dire qu'on est dans un contexte de corruption généralisée, où bien qu'on n'ait pas des éléments pour pouvoir le prouver, mais on a des pratiques qui laissent à croire que on est, n'est-ce pas, dans des cas de corruption. Je veux prendre un élément très important pour l'indiquer, et ce qu'on appelle là-bas les rechutes de bananes, qui sont en réalité des bananes, des doigts de bananes qui s'échappent, n'est-ce pas, du régime entier et qui devraient en principe être destinés, n'est-ce pas, aux communautés, aux employés. Par le passé, c'est ce qui se passait, mais qui aujourd'hui est devenu un véritable business et qui profite en partie, n'est-ce pas, aux communautés, non, je veux dire quoi, aux leaders communautaires, aux leaders traditionnels de la zone, et qui permet, n'est-ce pas, d'entretenir un système de corruption. Enfin, je veux dire quoi, un système d'entretien, comme on l'appelle un peu ici, un système d'entretien, n'est-ce pas, des autorités de la zone. Donc, ces autorités ont droit à des caisses de bananes par semaine, n'est-ce pas, qu'elles achètent, qu'elles prennent à la compagnie, ou bien que la compagnie offre à des prix assez généreux. Et ces compagnies-là permettent, n'est-ce pas, d'utiliser ces caisses de bananes permettent d'entretenir un peu la relation entre les autorités, n'est-ce pas, et la compagnie. La preuve, toutes les démarches judiciaires, par exemple, vous savez, on a eu plusieurs cas, n'est-ce pas, d'ex-employés qui ont engagé des actions en justice, mais qui n'ont jamais véritablement reçu de suite, n'est-ce pas, favorable. Pas parce que le système judiciaire est davantage à leur faveur, mais beaucoup plus parce que l'ensemble de la chaîne de commandement dans la zone sur le plan administratif, n'est-ce pas, se sentait un peu, comment dire cela, se sentait un peu obligé, n'est-ce pas, de se soumettre à la compagnie. Donc, il y a ces systèmes-là qui existent là, qui soumettent pratiquement tout le monde, toutes les autorités. Le cas de Paul Eliking, comme l'a mentionné mon collègue Francis, en est illustrateur, n'est-ce pas, de cette pratique-là. Parce que Paul Eliking est venu remettre en question toutes les pratiques qui avaient cours, le fait que la compagnie ne payait pas suffisamment d'impôts et que le fait que il y avait des autorités, même jusqu'au niveau national, qui, n'est-ce pas, mettaient en évidence, qui, n'est-ce pas, avaient des sortes de prébendes auprès de la compagnie. Il faut indiquer que pendant un certain temps, le ministre celui qui s'occupe actuellement du commerce, siégeait au sein de cette compagnie dans le conseil d'administration. Donc, ce qui indique, n'est-ce pas, ce qui soupçonne, ce qui laisserait soupçonner, n'est-ce pas, un système, n'est-ce pas, de relations qui pourrait, n'est-ce pas, garantir un certain nombre de passe-droits, n'est-ce pas, de la compagnie. On peut citer un certain nombre d'exemples sur lesquels on continue de travailler, qui, n'est-ce pas, partent d'un certain nombre d'acteurs, d'autorités administratives ou d'autorités politiques qui font également dans la culture de bananes et qui véritablement, n'est-ce pas, sont expatriés ou bien sont vendus au niveau international, n'est-ce pas, par la compagnie. Donc, il y a un ensemble, n'est-ce pas, il y a un ensemble, n'est-ce pas, il y a un ensemble de réseautage comme ça, là, qui existe et qui garantit à la compagnie, n'est-ce pas, une certaine quiétude au niveau juridique qui font que cette compagnie ne risque, pour le moment, jusqu'à ce jour, elle n'a véritablement pas eu de menaces, n'est-ce pas, sur le plan judiciaire. Et c'est pour ça qu'on a des licenciements qui sont parfois assez fantaisistes parce ils ont une expression qui est carrément reconnue là-bas. Ils appellent ça perte de confiance, qui en réalité, quand on va vous virer, on met en évidence, n'est-ce pas, cette perte de confiance-là, qui est en fait une démarche qui permet, n'est-ce pas, de vous mettre à l'écart suite, n'est-ce pas, au fait que, voilà, on ne veut pas se retrouver en train d'engager des procès, mais on veut davantage vous coller une étiquette qui permet de vous mettre dehors sans pouvoir, n'est-ce pas,
sans pouvoir, n'est-ce pas, payer vos droits. N'en parlons plus, n'est-ce pas, de cette histoire, de cette affaire contractuelle qui consiste pour certains, pour la plupart d'employés sur place, à avoir un ensemble, une succession de contrats à durée déterminée qui sont connus par les autorités, entretenus, mais qui jusqu'à maintenant n'inquiètent personne. Vous allez voir des gens qui ont 10 ans d'expérience 10 ans de travail dans la compagnie et qui multiplient les CDD, ce qui, du point de vue de la loi camerounaise, est complètement illégal. Donc, je préfère m'arrêter là. On peut n'est-ce pas, citer plusieurs exemples comme ça qui permettent, n'est-ce pas, de soupçonner quelques relations, n'est-ce pas, de corruption entretenues par la compagnie. Oui. Donc, j'espère que ça rend. On a plusieurs éléments donc, qui parlent de corruption, mais le point dans la mise en demeure, c'est que nous n'avons pas besoin de prouver la corruption. Il faut juste des soupçons et du fait qu'au Cameroun, la corruption est endémique pour mener notre mise en demeure. Je vous invite d'ailleurs à la lire parce que c'est assez technique comme argument. Et il y a la prochaine question est sur. Dis-moi, pardon. Donc, oui. J'arrive pas à lire d'ici. Elle est là, sinon. Voilà, fragiliser, non, parce que. OK. Philippe demande si le volet corruption ne risque pas de fragiliser l'affaire parce qu'elle semblerait plus faible que les atteintes. Oui, mais dans le contexte, dans le sens, je comprends ce que tu écris, mais dans le contexte camerounais, on ne peut pas parler de ces atteintes sans parler de corruption. Elles vont main dans la main. Et en fait, nous avons beaucoup plus d'éléments qu'on ne. Mais comme je l'ai dit avant, on n'a pas besoin de prouver qu'il y a de la corruption pour cette mise en demeure qui n'est pas une mise en demeure en comment on dit ça en damages en réparation, mais en mise en conformité. La corruption est en effet un élément de contexte et à partir de cet élément de contexte, nous exigeons une vigilance renforcée, ce qui concrètement se transforme aussi dans un plan de vigilance pour la filiale. Or, un plan anticorruption pour la filiale. Et en matière d'anticorruption, il faut reconnaître que les bonnes pratiques, comment dire, le processus de normativisation est beaucoup plus avancé qu'en matière de vigilance. Donc, je dirais exactement le contraire, que l'articulation entre anticorruption et vigilance que nous envisageons dans la mise en demeure aura pour objectif, on l'espère, de renforcer la vigilance plutôt que l'affaiblir. Attends, tu peux rester là. J'en profite. On a Adonis. Alors, il y avait une question de Alistair qui disait est-ce que c'est vrai que tous les témoignages cités, ou la plupart, sont avec des gens qui ne travaillent pas ou plus à la compagnie? La réponse à ça est que c'est mixte. Par contre, on observe une réelle difficulté, ça c'est vrai, à obtenir des témoignages des travailleurs. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. En fait, non, mais en fait, les gens ont super peur de témoigner, de donner leur fiche de paye. Enfin, les gens ont peur de perdre leur travail dans un endroit où il n'y a pas d'autres. Il y a très peu d'autres options d'emploi, quoi. Et du coup, je voulais rebondir sur la réponse d'Adonis. Merci pour ton témoignage sur la compagnie de Marseille et la SOSUCAM, la Société sucrière du Cameroun. Oui, qui est une filiale du groupe français Castel. Et donc, tu parles d'esclavagisation de 8000 travailleurs saisonniers. Et tu demandes comment procéder pour une entreprise qui n'importe pas ses produits finis en UE. Du coup, je pense que ça vaut le coup de juste rappeler qui sont les entreprises concernées par la loi française. Si tu peux juste rappeler pour un peu clarifier.
C'est assez simple. Je vais essayer aussi de répondre à la deuxième question de Philippe. Actuellement, la loi sur, oui, sur l'impact de la directive de l'UE sur les futurs contentieux. Donc, d'abord, la loi sur le devoir de vigilance s'applique aux entreprises françaises qui ont le siège en France et qui ont 5 000 employés en France ou 10 000 employés dans le monde. Et comme je l'ai dit, comme on l'a répété plusieurs fois, ces obligations concernent la prévention, l'atténuation des risques pour les droits humains, la santé et sécurité au travail et l'environnement dans toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, je ne comprends pas trop la question qui est posée. Oui, oui, mais oui. Mais peu importe si c'est une filiale d'une entreprise française qui est assujettie à la loi sur le devoir de vigilance, et je ne sais pas, je ne connais pas cette entreprise, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus, eh bien, les obligations de vigilance concernent la relation, la société mère filiale, pas la destination du produit final. Donc, quel sera l'impact de la directive européenne sur la loi française et sur le futur contentieux? Bien évidemment, on ne peut pas, on peut pas encore se prononcer de manière claire et définitive parce que nous n'avons même pas un projet d'adaptation. Donc, en lisant la directive et surtout les modifications qui ont été adoptées par le projet Omnibus, je dirais que tout d'abord, le périmètre des entreprises va être restreint parce que la directive envisage le même critère des employés, mais la directive Omnibus rajoute aussi le chiffre d'affaires. Donc, je dirais que le périmètre, s'il y a une adaptation identique à l'identique de la directive, le périmètre sera restreint. Ensuite, s'agissant du contenu et de la justiciabilité de la vigilance, je dirais qu'il faut attendre parce que la directive s'inspire beaucoup du modèle allemand, avec une autorité de contrôle qui pourrait peut-être, mais je répète, je le dis avec beaucoup de précautions parce que c'est encore tôt, qui pourrait peut-être avoir plus de pouvoir que le juge civil français n'a actuellement. Donc, à voir effectivement, mais pour donner une réponse tranchée, il faudra effectivement attendre quelques ébauches de transposition de la part du législateur français. Et pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas trop les conditions politiques pour aborder ces sujets. J'ai noté donc la question que tu avais posée sur est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes sont impactées par les pesticides? C'est un sujet qui est hyper complexe au Cameroun comme en France et ailleurs. De faire une causalité directe entre des maladies que des gens vont développer et les pesticides. On va nous dire, bah non, c'est que les gens fument trop et boivent trop d'alcool, par exemple. Bref. Et donc, à partir de là, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, notamment ce qu'on appelle des études épidémiologiques dans lesquelles on va aller chercher à voir si dans le corps des personnes, on retrouve des résidus de substances toxiques. Mais encore une fois, c'est des tests qui sont assez complexes, qui requièrent beaucoup d'argent parce qu'il faut avoir aussi accès à une certaine technologie que tout le monde n'a pas. Voilà, donc dès qu'on veut réaliser des tests de contamination des eaux, contamination du sang, etc., voilà, tout de suite, c'est assez complexe. Néanmoins, sur ce cas, il s'avère qu'il y a une étude qui est parue en 2020 dans le European Scientific Journal, enfin bref, une revue scientifique et qui a été réalisée dans les communes de Loum et Njombe Penja et qui s'intéresse à la contamination à la fois des sols et aussi l'impact sur la santé des communautés. Et notamment, dans cette étude, il disait qu'il y avait environ 250 000 personnes
qui vivent près des plantations de la PHP et certaines qui vivent à moins de 50 mètres. Ça ne veut pas dire qu'on a 250 000 personnes qui sont directement empoisonnées par des pesticides, mais ça nous donne des chiffres, un ordre de grandeur, quoi. Après, ouais. Mm. Ouais. Ouais. Et donc, pardon, je répète pour Élodie, et notamment l'étude montrait qu'il y avait une augmentation des pathologies dans les écoles où, bon, on le voyait un peu tout à l'heure sur la carte que tu montrais, Noémie, mais en fait, au niveau urbain, tout est vraiment concentré. Et donc, en fait, les écoles, les centres de santé sont vraiment proches des plantations, là où on a l'épandage aérien, les vents, etc. Donc, oui, on est dans des zones de risque qui sont très élevées, mais c'est très dur de prouver. Ouais. Et peut-être il y avait une dernière question. Ah ouais. Ok, je vais juste faire une question un tout petit peu plus large. Je l'ai perdue. Non, t'inquiète. Oui, je sais plus qui demandait ça. Je pense que c'était toi. Est-ce que le fait que la loi française sur le devoir de vigilance ait un caractère vague, est-ce que bon, c'est négatif ou est-ce que au contraire, ça peut être une chance pour qu'on s'en saisisse et en faire quelque chose d'ambitieux? Et là, peut-être ça m'intéresserait de vous écouter, peut-être notamment toi, Henri, parce que tu es sur plusieurs contentieux. Nous, je sais qu'à ActionAid France, on est notamment en soutien, enfin, on a un cas avec l'association Sherpa et le syndicat turc Petrolish qui concerne Yves Rocher, donc industrie des cosmétiques. Et en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que oui, on essaye de pousser pour qu'un maximum de personnes qui ont été virées, bref, c'est une autre histoire, soient indemnisées notamment. Et oui, en fait, on souhaite qu'il y ait une jurisprudence là-dessus, qu'il y ait des décisions ambitieuses qu'on soit pris. Et du coup, c'est sûr que c'est un peu un casse-tête parce que ce sont des choses qui sont encore à écrire. Et en même temps, bah, voilà, on pense que c'est en poussant pour ça qu'on pourra peut-être avoir des décisions de justice plus ambitieuses et qui petit à petit permettront aussi à d'autres communautés impactées, à d'autres individus de vraiment accéder à la justice. Bon, assez rapidement, pour dire, comme tu avais déjà dit, Lucas, en partie, quand la loi, quand la loi a été discutée au Parlement, il était prévu un décret d'application. Et beaucoup de questions étaient renvoyées vers ce décret, mais ce décret n'a jamais été adopté. Soit on ne sait pas trop pourquoi, mais sans doute parce que entre le moment où la loi a été adoptée, il y a eu un changement de gouvernement, et donc peut-être que c'était un tout petit peu moins la priorité du gouvernement Macron. Maintenant, cette absence de précision dans la loi, qui est très pénible pour des juristes français, parce qu'on aime bien vraiment tout faire apparaître et prendre en considération tout ce qui pourrait arriver, euh, elle est à double tranchant, parce que d'un côté, elle nous permet à nous, les sociétés, la société civile, d'essayer d'être le plus flexible possible et d'y inclure un maximum de choses, mais ça permet aussi à l'entreprise de bénéficier d'encore plus de flexibilité et elle aussi de faire un petit peu ce qu'elle veut. Donc finalement, tout dépendra des premiers arrêts, des premières jurisprudences. Et depuis quelque temps, on a de la chance parce qu'il y a une chambre spéciale qui a été ouverte au tribunal judiciaire, qui est la 34e chambre, et qui devient une chambre qui se perfectionne et qui se spécialise sur ces questions-là. C'est notamment cette chambre-là qui a condamné Total pour greenwashing. Donc, on a le droit d'espérer et d'être optimiste. Et allez, une dernière question. Non, mais il est 55, Noémie. 55. Non, mais c'est parce que la dernière question, elle est un peu ample et je me dis que ça peut être joli pour conclure. Euh, mais c'est écrit en anglais. Bah, Élodie, je vais le traduire en français. Toi, ce que vous décrivez, les enjeux, les difficultés des victimes pour prouver, pour obtenir des preuves durant les procès, la manière dont les entreprises agissent, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans d'autres régions, notamment en Amérique latine. Que pensez-vous du fait de sensibiliser sur ces similarités afin que les peuples et le système de justice, operators, comprennent mieux la réalité de ces pratiques? Une veut répondre?
Hmm. Oui, oui. Ouais, non, mais pardon, c'est que je trouvais la question un peu abstraite. Bref. Oui. Oui, nous, on pense effectivement que, en fait, dans le microcosme des organisations qui travaillent sur les multinationales, cette loi, elle est connue. Mais en fait, en dehors de ça, ce n'est pas le cas. Et c'est normal, je veux dire, c'est quelque chose qui finalement est récent. On a encore très peu de décisions. Du coup, concrètement, on voit pas encore trop à quoi ça sert. Et enfin, en cette année, ça devrait changer. Euh, mais du coup, oui, complètement, le fait de faire de plus en plus connaître ces outils juridiques. Et effectivement, du coup, je peux vous parler 3 secondes de l'Équateur. Nous, on a un partenaire équatorien qui est un syndicat qui travaille aussi dans l'industrie de la banane et qui a décidé de se servir de la loi sur le devoir de vigilance allemand pour s'en prendre aux chaînes de supermarchés allemandes et voilà, et qui regarde de très près ce qui se passe en France aussi et qui se dit, OK, ce sont des outils stratégiques qui ne peuvent pas être utilisés seuls, mais qui s'insèrent dans un travail plus général de construction, de contre-expertise syndicale, de communication, de campagne, de plaidoyer. Et voilà, au milieu de tout ça, c'est un outil qui peut servir à faire pression pour obtenir des vraies améliorations, des négociations avec des boîtes qui sinon, bah, simplement n'écouteraient pas, quoi. Donc oui, tout à fait, Carolina. Ok. Eh ben, j'espère que vos cerveaux ne fument pas trop. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup encore une fois, Elodie. Merci encore une fois, Romane. Merci d'être resté en ligne pendant 2 heures parce qu'on sait que c'est pas facile. Et en tout cas, dans tous les cas, vous avez nos mails, je crois. Oui, parce qu'on vous a envoyé un mail. En tout cas, vous avez le mien. Et si vous allez voir sur notre site internet où vous trouverez dossier de presse et la mise en demeure, vous trouverez aussi le contact des autres organisations qui travaillent sur ce dossier. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez poursuivre les discussions ou attaquer. Voilà. On va t'écrire. Je pense que oui. Très bien. Eh bien, bonne soirée. Encore, merci aussi beaucoup à Francis et Claude d'avoir été en ligne. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Elodie. Désolée. Attends, je sais pas si je tente. Si je suis toujours sur le canal anglais sur mon téléphone. Merci, Claude aussi. Merci, Francis. Merci. Ah, Claude est déjà parti, mais salut, Francis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était Merci. super. Merci, Elodie. Merci, Bravo, Élodie, pour ton bravo, bravo. travail. C'était incroyable. J'espère que tu n'as pas trop le cerveau qui fume, toi non plus. Salut, à bientôt. Trop bien. Ok. On va trop chouette. Merci beaucoup. Je sais pas comment finir ça, mais je vais te laisser te reposer en fait. Surtout, voilà. Merci beaucoup, beaucoup, mille fois, mille fois. C'était super, super, super chouette. Bravo à toi. C'était trop impressionnant à entendre. On garde le contact carrément. Merci beaucoup. À Et bonne bientôt. soirée. Et j'ai bien transmis ton devis à notre RAF qui devrait s'en occuper incessamment sous peu. Voilà. Elle transmettra la facture aussi. Ouais, grave. Ouais, super. Parfait. Et au plaisir de retravailler ensemble à l'avenir. Passe une bonne journée. Au revoir. Salut, à bientôt.